une conférence qui est organisée en partenariat avec le Global Studies Institute de l'Université de Genève et son master en Moyen-Orient, le Forhaus et le Club suisse de la presse. Laissez-moi vous présenter en quelques instants Forhaus, qui est le think tank suisse de politique étrangère. Un think tank en français, je sous-entends laboratoire d'idées. Notre rôle ici à Genève en tant qu'association universitaire est de promouvoir la politique extérieure suisse dans le milieu universitaire en organisant justement des événements comme ce soir, mais aussi en essayant de construire des ponts entre la Genève académique et la Genève internationale pour promouvoir auprès des étudiants et de tous les intéressés, parce qu'il n'y a pas que des étudiants ce soir, la Genève internationale dans notre cité. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook si ça vous intéresse. On a une page Facebook pour à Genève, on a également une application sur les smartphones qui est téléchargeable. On se retrouve tous les derniers jeudis du mois pour un verre si vous voulez partager ce moment avec nous et rentrer peut-être aussi plus activement dans cette association. Ce soir, on a le plaisir de recevoir François Burgat. Je vais laisser le soin de l'introduire à Mme Sylvia Neff, qui est directrice du Master en Moyen-Orient, donc MAMO, qui peut-être sera le futur de vos études un jour, je le souhaite, du Global Studies Institute. Merci. Alors, merci d'être venus aussi nombreux. Je serai brève, je dirai juste quelques mots d'introduction et puis je passerai la parole à notre conférencier. Donc, c'est un très grand honneur pour moi d'accueillir ce soir pour la conférence d'ouverture de l'année académique du Master Moyen-Orient, le MAMO, François Burgat, une autorité en matière d'islam politique. Avant d'introduire l'orateur de ce soir, permettez-moi de vous dire quelques mots au sujet de ce master. Lancé il y a 3 ans, il fait partie des Masters on Area Studies du Global Studies Institute, du GSI, et vise à former des spécialistes d'une région qui s'étend du Maghreb à l'Iran, grosso modo, à travers un programme interdisciplinaire confié à des chercheurs reconnus qui comprend des échanges avec des universités de la région étudiée. Chaque année, le MAMO accueille une vingtaine d'étudiants venant de Suisse comme de l'étranger et nous sommes particulièrement heureux d'avoir des étudiants d'origines diverses. Aussi, afin de permettre aux étudiants de prendre connaissance de la recherche spécialisée sur cette région, qui, comme vous le savez, est bien souvent dans l'actualité, le MAMO organise des colloques, comme par exemple un colloque sur la Syrie que nous avons organisé au mars dernier, ou des conférences comme celle de ce soir. Ce qui me permet de passer très brièvement à la présentation du conférencier. François Burgat a été chercheur à l'IREMAM à Aix-en-Provence, ainsi qu'enseignant à l'Institut d'études politiques dans la même ville, puis chercheur au CEDEJ au Caire, directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales de Sanaa, au Yémen, et enfin directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Damas, puis à Beyrouth, et je suis sûre que j'ai oublié quelques stations de son parcours, mais c'est juste pour vous donner une idée aussi du nombre d'endroits que François Burgat connaît par une longue résidence sur place. Il est évidemment l'auteur de nombreux articles et ouvrages, dont L'islamisme en face, publié une première fois en 1995, suivi en 2005 par L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, mais aussi, par exemple, d'un ouvrage sur le Yémen, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages consacrés à ce pays, ainsi qu'un que sais-je sur la Libye, un autre pays qu'il connaît aussi de l'intérieur. Et il est l'auteur, il a publié en 2016, Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste, 1973-2016, je cite le titre in extenso parce que je pense que c'est important, ouvrage dans lequel il esquisse sa trajectoire de chercheur et que je conseille à tous ceux, notamment les étudiants du MAMO, mais aussi d'autres, qui s'apprêtent à s'engager dans cette voie, car c'est toujours intéressant de voir comment se construit le parcours d'un chercheur, et surtout sur une région qui n'est pas celle dans laquelle on vit. Donc, je le remercie très chaleureusement d'avoir accepté de venir donner une conférence à Genève ce soir pour l'ouverture de l'année académique du MAMO. Mais avant de lui donner la parole, je le ferai enfin, je voudrais remercier tout d'abord le Global Studies Institute d'avoir soutenu cette invitation,
ainsi que le Forhaus, le Forum suisse de politique étrangère, et le Club suisse de la presse, qui se sont associés à cette initiative. Et j'aimerais, pour finir, remercier surtout mon assistant Nicolas Appel, qui a géré de A à Z toute l'organisation de cette conférence. Et sur ça, je donnerai la parole à François Burda. Bonsoir, merci beaucoup, chère Sylvie Rayet. Merci à l'Université de Genève, merci au Forhaus, merci au Club de la Presse de me donner le plaisir de me retrouver. Première confidence, pas si loin que cela de chez moi, puisque c'est un petit peu de votre faute, mais j'aurais pu être citoyen de la Confédération helvétique si en 1860 un certain nombre d'entre vous s'étaient manifestés plus activement, car je suis savoyard, je viens juste de l'autre côté de la frontière. Donc merci de cette occasion de me livrer. J'ai de plus en plus souvent la même introductory joke, comme il y a beaucoup de monde dans la salle, je dis, je vous rassure, j'ai la conscience aiguë que ce n'est pas le nom du conférencier, mais le thème de la conférence qui nous vaut cette affluence. Mais néanmoins, ça fait plaisir de voir que des gens prennent encore leurs jambes et se déplacent physiquement pour avoir quelque chose d'un petit peu plus que les médias. J'étais il y a 3 jours à Nantes, au Géopolitique de Nantes, et on était impressionnés parce que les salles étaient pleines à craquer et qu'il fallait retransmettre à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a il y a une demande, il y a une petite insatisfaction latente par rapport à la doxa médiatique, et c'est plutôt un signe de bonne santé du corps social, du corps citoyen. Comme je vais dire beaucoup de mal de nous tous, il faut bien que je commence par quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on peut faire en quelques dizaines de minutes sur un sujet comme ça? Je voudrais juste cadrer. Moi, si je vous donne l'envie d'aller compléter cette rencontre en googlant, grâce à monsieur Google, tous les raccourcis que je vais prendre dans mon propre raisonnement, vous pouvez les rectifier en allant lire. Je ne fais même pas de publicité pour mes ouvrages, c'est tout gratuit, online. Vous pouvez retrouver des tas d'articles qui nuancent, qui précisent. Si quand même, en termes d'ouvrage, une petite coquetterie d'auteur, vous avez cité l'islamisme en face, et l'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda, et puis comprendre l'islam politique. Il y en a un que j'aime beaucoup, parce que c'est le tout premier, c'est le premier bébé. Il est paru en 1988 chez un éditeur absolument obscur. Il s'appelle Kartala, complètement obscur. L'islamisme au Maghreb, mais j'aime beaucoup le sous-titre, La Voix du Sud, et j'aime beaucoup ce qui est arrivé à ce livre. En 1995, la petite bibliothèque Payot m'a dit on le veut. Et puis, en 2008, je me promenais au salon du livre et je vois un livre avec une couverture bizarre et je vois mon nom, je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je m'adresse à l'éditeur, il me dit monsieur, quand un ouvrage est publié 20 ans après sa première parution, l'auteur ne se plaint pas. Bien sûr, je ne me plaignais pas, mais je dis souvent, et je le disais tout à l'heure à l'un de vos collègues à la RTS, je dis, si vous voulez faire une évaluation lucide de la qualité d'une production académique, vous ne lisez pas ce que le monsieur il a écrit hier. Vous lisez ce qu'il a écrit il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si ça a survécu, si ça traverse le temps, il y a déjà plus de chances que la matrice analytique soit à l'abri des feux de l'actualité. Sylvia me disait la conférence est d'actualité. Je lui dis mais oui, mais moi depuis 30 ans j'ai l'impression de donner des conférences d'actualité, c'est-à-dire cette actualité de notre relation au monde musulman nous colle au corps. Et elle est donc polluée par la passion, elle est donc polluée par les tensions qui traversent pas seulement nos sociétés politiques, mais nos intimes à nous, individuellement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en quelques minutes? Vous donner envie de lire plus. On ne peut pas faire du noir et blanc en sciences sociales, et surtout pas sur des problématiques aussi complexes que le terrorisme. Néanmoins, je ne vais pas chercher à vous rendre 50 nuances de gris. Mauvaise cette plaisanterie, mais je ne vais pas chercher à rendre toutes les nuances, je vais rester un petit peu dans le noir et blanc, c'est-à-dire que je vais souligner ce qui fait ma différence. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas le plus profond respect pour ceux qui expriment un point de vue sensiblement différent, mais je crois
je crois qu'on a le droit de hiérarchiser une explication. Il y a 1, 2, 3, 4 explications, donc il ne faut pas oublier la 4e ni la 3e, mais j'ai le droit de dire celle que je mets en premier. Donc l'exercice auquel je me livre, je dis la grande porte pour entrer dans le problème, c'est celle-là. C'est pas de savoir si un terroriste, il a, je sais pas moi, un agenda du cœur malmené, s'il a des problèmes psychologiques. C'est ce que j'appelle un facteur adjuvant. Les facteurs adjuvants du passage à l'action violente sont tous très intéressants. Mais on ne doit pas perdre de vue la grande porte d'entrée, la matrice. Chez moi, elle est plutôt politique, et c'est ce que je vais essayer de faire apparaître dans les minutes qui viennent. Il faudrait faire un bref usage, un bref historique de l'usage du mot terrorisme. On sait que c'est un mot qui n'est pas scientifique, on sait que c'est un mot qui est relatif, on sait que c'est un mot qui est en déséquilibre avant. Pendant des années, ça a servi à désigner la violence illégitime de l'autre. Hein. Souvent, non, il y a une autre précision de début, je suis très gêné de faire souvent du franco-français, je suis très gêné de prendre mes exemples dans l'univers de la référence franco-française. C'est discourtois jusqu'à un certain point, mais je ne me hasarderai pas à faire preuve d'une culture politique genevoise que je n'ai pas suffisamment, même en tant que voisin, mais je vous prie d'excuser le fait que souvent je ferai référence à des situations françaises, mais je pense qu'elles ont quand même une petite dimension universelle, même si la prétention des Français à monopoliser l'universel est largement contestable. Le mot terrorisme, souvent, donc je prenais un exemple franco-français, je disais le général de Gaulle a été appelé terroriste par les nazis. Hein, et quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, il a appelé les combattants de l'indépendance algérienne des terroristes. Et quand les combattants de l'indépendance algérienne sont arrivés au pouvoir, ils ont appelé terroristes ceux qui se sont mobilisés contre la légitimité au long cours de leur pouvoir. Hein. Donc on est sur un terrain qui est un concept dangereux, et inévitablement j'ai des exemples préférés dans ma boîte, dans ma trousse à outils. Il y en a un que j'aime bien pour dire le pire usage, ou disons les fondements de la posture occidentale à l'égard du terrorisme. Dans la qualification et dans la réaction, je les ai vécus presque dans ma chair. J'habitais au Yémen, et le Yémen a été à l'avant-garde de l'histoire, dans le sens où le Yémen a vécu le 11 septembre un an avant tout le monde. Puisque au Yémen, nous avons eu l'attaque du destroyer US Cole dans la baie de Aden, hein, où un groupe de petits jeunes se sont fait sauter contre ce bateau. Quel était ce bateau? Ce n'était pas un pédalo, bien sûr, c'était un bateau de la marine américaine. Ce bateau ne faisait pas des ronds dans l'eau, il participait à l'embargo de l'Irak, dont nous savions à l'époque, et Madame Albright n'avait pas voulu démentir cette figure, qu'elle avait fait, qu'il avait fait cet embargo qui ramenait l'Irak au 19e siècle, plus de 500 000 morts dans la population enfantine. Je vous en sacrifie 100, 200 000, qu'il avait fait des dizaines de milliers de morts dans la population enfantine, et bien sûr beaucoup plus dans la population adulte. Eh bien, le président à l'époque, Clinton, avait lors de l'enterrement des 17 marins du US Cole, tués donc par l'attentat suicide de ces petits jeunes qu'il avait accessoirement qualifiés de lâches. Bon. Il avait dit nos jeunes sont morts à cause de leur amour de freedom and liberty. Il avait employé deux mots, on n'a pas l'équivalent en langue française. C'était leur amour de freedom and liberty, c'est-à-dire les marins du bateau de guerre qui participaient à un embargo qui avait fait des dizaines ou des centaines de milliers de morts, étaient morts à cause de leur amour de la liberté. Eh bien, ce que j'appelle cette suridéologisation de l'agenda politique de l'autre, cette négation de la matrice politique de l'hostilité qui est manifestée contre nous, c'est notre cancer de la tête. Et ça fonctionne à plein jusqu'à présent. Nous sommes incapables d'énoncer la dimension politique, la source politique de l'hostilité que nous générons dans le monde. Et donc, lorsque vous vous privez de la matrice politique, vous devez surinvestir la matrice idéologique. Et donc, si quelqu'un est capable de faire du mal à des jeunes qui aiment la liberté et la freedom,
il faut vraiment qu'il ait un logiciel grave foireux, passez-moi l'expression, hein, et ce logiciel, ça sera donc une perversion idéologique. Ils vont avoir une idéologie qui les pousse à s'en prendre aux gens gentils, beaux et sympathiques. Hein. Et là, nous avons le cadre du dérapage de notre réaction à tous autant que nous sommes. Et quand je dis à tous autant que nous sommes, c'est pas culturaliste, c'est pas que les Occidentaux. C'est tous les gens qui sont dans une position de domination, sans égard à leur religion. Il y a des leaders autocrates musulmans qui sont champions dans la suridéologisation de l'origine des tensions qu'ils génèrent. Hein. Maréchal Sissi ou Moubarak vous explique que c'est à cause de Ibn Taymiyyah. L'autre jour, bon, souvent, vous l'avez vu, j'ai un ton qui n'est pas complètement diplomatique, mais j'étais à Barcelone, ville tragique s'il en est, dans une enceinte, on va dire, internationale, et j'entendais un représentant de la nomenclature militaire algérienne, ambassadeur de son État, expliquait que ces troubles qui avaient traversé la société algérienne, vous savez, ça n'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est un théologien musulman du XIVe siècle qui a formulé la légitimité de la riposte à une invasion, etc. etc. Mais est-ce sûr que c'est Ibn Taymiyyah ou Sayyid Qutb ou Abu Mus'ab al-Souri qui nous réunissent ici aujourd'hui? Est-ce parce que Sayyid Qutb, sous la torture dans les prisons de Nasser, a mis au point une théologie guerrière légitimant l'usage de la force contre ceux qui le torturaient, hein? Reprenez, il y a une étude magnifique où on voit comment la tête de Sayyid Qutb évolue pendant qu'il est en prison. Il y a un chercheur britannique qui a fait une étude comparée de plusieurs éditions successives de deux œuvres de Sayyid Qutb, et on voit Sayyid Qutb se radicaliser. La société, non, celui qui me torture ne peut pas être un bon musulman. Ceux qui laissent celui qui me torture me torturer ne peuvent pas être des bons musulmans. On élargit le spectre. La société qui tolère que vous êtes tous des non-musulmans. Hein, et on voit la radicalisation, elle est en prise avec les dysfonctionnements de ce que j'appelle, en jargonnant, le dysfonctionnement des systèmes de représentation politique au sein d'un groupe. Dysfonctionnement du système d'allocation des ressources et dysfonctionnement des mécanismes de la représentation politique. Alors, si je devais vous suggérer, je sais qu'il faudra qu'on nuance, je sais qu'il faudra qu'on mette des bémols, mais une explication unique aux poussées de violence, aussi bien, je dis théâtre oriental, ça veut dire Syrie, Irak, hein, théâtre non occidental et théâtre occidental. Si j'avais une seule explication à vous proposer, sur laquelle on va construire après, ou préciser un petit peu, je l'emprunte au poète antillais Césaire. Il l'exprime dans le cadre de la nationalité française, mais moi je l'extrapole un petit peu. Si vous ne me permettez pas de devenir un citoyen à part entière, il y a de fortes chances que je cherche à devenir un citoyen entièrement à part. J'en veux pas plus. Tout est dit. Tout est dit, avec bien sûr des registres de violence différents. Ce qui a fabriqué un djihadiste, la filière syrienne, c'est pas la filière irakienne, il faudrait commencer, c'est la filière afghane n'est pas la filière irakienne, n'est pas la filière syrienne, n'est pas la filière parisienne, bien sûr, mais il n'empêche que nous avons le dénominateur commun, ce sont des situations de dysfonctionnement aigu des mécanismes de la représentation politique qui fabriquent de l'exclusion. Alors dans le cas du théâtre oriental, on peut la labelliser, ça va être, pour des raisons historiques complexes, ça va être la marginalisation politique des sunnites. À l'intérieur de l'ensemble irakien, sous l'effet du renversement de rapports de force au bénéfice des chiites après l'irruption des Américains en 2003. Hein, et ce dysfonctionnement, cette marginalisation des sunnites, qui va servir de terreau à la croissance d'un discours. Alors la filière irakienne, elle est plus longue que ça. Il faut commencer, mais non, je vais d'abord poser un point qui est très important. Ces dysfonctionnements des institutions politiques
dans le cas de l'émergence du djihadisme. Le djihadisme, c'est un mec qui prend une kalachnikov, il se met à crier « je veux rétablir l'hégémonie de ma culture religieuse ». Alors il dit « Allah » en brandissant une kalachnikov. Si vous prenez tous les exemples historiques, et on commence encore par mon Yémen, le Yémen où au sud, en réaction à des régimes qui sont marxistes, comme ne l'a été aucun régime à l'échelle du monde arabe, on a des gens qui prennent la calache et qui disent on va rétablir l'hégémonie de la culture religieuse. Vous allez ensuite en Afghanistan, vous allez ensuite en Irak, vous allez ensuite en Syrie, vous verrez que les dysfonctionnements des institutions qui devraient assurer la représentation politique sont toujours exacerbés par des ingérences extérieures. Donc ma recette, elle est là. Exacerbation des dysfonctionnements politiques par une puissance étrangère. Cette puissance étrangère, elle est à 80% occidentale, mais pas seulement, et ça fait plaisir. Comme ça, on n'est pas sur un terrain culturaliste. La Russie, bon, la Russie, ce qu'on la met dans l'Occident, la Russie est effectivement un très grand pourvoyeur, un très grand accélérateur du mécanisme à fabriquer de la radicalisation, mais l'Iran est au cœur du mécanisme qui a perfusé, qui a fait que le permis de tuer donné au régime syrien a été prolongé indéfiniment. Donc on a une matrice analytique, on a des dysfonctionnements de la représentation politique qui fabriquent chacun avec son ampleur. Je ne dis pas qu'un gosse de Saint-Denis vit le même traumatisme qu'un sunnite de Mossoul. Mais nous avons une matrice analytique commune qui est: si je ne peux pas être un citoyen à part entière, je risque de chercher des moyens de devenir un citoyen entièrement à part. Alors, là, on a un carrefour analytique particulièrement important. Vous me direz, mais pourquoi ce mec, il dit islam, il dit Allah, pourquoi c'est ce lexique-là et pas un autre? Et là, une de mes particularités analytiques, celle que j'ai essayé d'expliciter dans le livre Comprendre l'islam politique. Dans le livre Comprendre l'islam politique, j'ai pas du tout raconté ma vie. Ça m'énerve quand on me dit c'est ma biographie. Vous ne l'avez pas dit, c'est pas ce que je veux dire. J'ai pas du tout raconté ma vie. J'ai essayé de redire pour la 20e fois, ou pour la 3e ou 4e fois, la même chose que j'ai dit dans les ouvrages précédents. Mais j'ai dit là, je vais changer de méthode pour convaincre. Je vais expliquer pourquoi j'en suis arrivé à penser ça. C'est-à-dire quels sont les inputs que mon cerveau fatigué a reçus. Je n'étais pas fatigué tout le temps. Il y a une époque, j'avais des cheveux, madame, aussi beaux que les vôtres, quand j'ai commencé à faire de l'autostop. Quels sont les inputs que j'ai reçus? Quelles sont les situations factuelles que j'ai intériorisées qui m'ont amené à penser comme ça? Et donc, quel est... Je ne veux pas je ne voulais pas que vous croyiez que je me prends pour un individu unique, alors je vais crever l'abcès, je vais dire une chose. Ce que je dis ici a un certain coefficient d'originalité. Si je le dis dans le monde musulman, on me dit « mais t'as rien inventé, mon pauvre ». On le sait depuis longtemps. C'est-à-dire que ce que je dis choque le sens commun des citoyens dans les sociétés occidentales, mais dans le monde musulman, c'est quelque chose, en tout cas cette échelle fine des responsabilités, l'importance de notre investissement en tant qu'étranger dans les dysfonctionnements des sociétés de la région, c'est quelque chose qui est banalisé. Donc l'un des points nodaux de ma petite originalité, c'est de dire, c'est pas l'idéologie qui radicalise. C'est en sens inverse que ça se produit. Et je vais d'abord rappeler quelque chose d'extrêmement important. Les dogmes religieux peuvent faire l'objet d'appropriations politiques extrêmement diversifiées. Comme vous n'êtes peut-être pas tous musulmans, on va prendre l'exemple d'une religion qui peut-être vous est plus familière, je ne vais pas anticiper. Imaginons que nous soyons chrétiens, et moi je prends souvent l'exemple, je dis, si par la fenêtre ouverte une nuée me frappait et me convainquait de redevenir, car je ne le suis plus complètement, chrétien, à quel segment du patrimoine historique de la christianité je me rattacherais pour devenir chrétien en politique? Est-ce que je prendrais l'exemple de mon saint patron, saint François d'Assise, qui parlait aux oiseaux, qui était du genre mystique,
J'aime beaucoup cette référence car François a été dissipé jusqu'à un âge avancé de la vie, ce qui me laisse une chance de rentrer dans le droit chemin sur la fin. Mais je pourrais être aussi séduit par les juges des tribunaux de l'Inquisition. Je pourrais me sentir mormon, application littéraliste, obsessionnelle du détail de la prescription religieuse. Je pourrais être séduit par la théologie de la libération. Je pourrais me dire, tiens, l'Italie qui a fait la démocratie chrétienne a trouvé la bonne voie. Vous voyez bien qu'il y a une immense diversité. Eh bien, pour l'islam, c'est la même chose. L'islam n'est jamais que ce qu'une majorité sociologique de musulmans dans un endroit donné va dire que c'est. La voie qui va être la voie normative, c'est celle d'une majorité sociologique dans un moment donné. Eh bien, ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit faire, c'est pas dire « ah bah le salafisme », tout le monde sait faire. Hein, quand j'entends Mme Kosciusko-Morizet, alors ça c'est vraiment une parenthèse franco-française, dire « j'ai trouvé la solution, il faut interdire le salafisme ». Je dis oui, mais pendant que vous y êtes, interdisez les accidents de voiture et les inondations. Hein. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce qui est important, c'est pas de désigner l'idéologie de nos assaillants comme étant une idéologie binaire, clivante, perverse, conflictuelle, inacceptable humainement. C'est important ça, il faut le dire. Il faut dire, vous savez, je connais des tas de musulmans, et ben, je peux vous assurer qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec cette expression binaire, clivante, conflictuelle. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qui est beaucoup plus important, c'est de comprendre pourquoi un certain nombre de jeunes, un petit nombre, hein, il faut le rappeler, c'est quand même pas, pourquoi un petit nombre de jeunes, mais quand même un nombre significatif. On n'est pas sur le terrain, j'aurais pu dire au début de l'introduction que je ne nie pas qu'il puisse y avoir un mot qui rende l'usage du mot terrorisme puisse parfois mériter son nom. D'ailleurs, il le mérite en partie dans le cas de Daesh, mais il le mérite quand Oklahoma City voit 194 morts, quand dans un univers démocratique, des gens ont recours à la violence aveugle hein, et nient toute légitimité aux mécanismes qui devraient leur permettre d'influencer l'opinion publique, on est peut-être sur du terrorisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi, quels sont les mécanismes, ou plutôt, j'anticipe, quels sont les dysfonctionnements des mécanismes qui fabriquent ces individus qui, quand ils arrivent au supermarché, des modes d'appropriation de leur appartenance religieuse musulmane en politique, vont seulement et uniquement au rayon radical. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est donc pas de partir de l'idéologie qui peut nous amener une réponse. Les petits jeunes qui ont envie, ils vont se radicaliser politiquement au moment de passer à l'action, et ça on le voit factuellement. On voit bien qu'un grand nombre d'eux ne sont pas des savants religieux qui auraient ouvert le mauvais tiroir ou qui auraient lu une sourate à l'envers. Non, au moment où ils veulent passer à l'acte radical, ils vont chercher le lexique qui leur permet d'exprimer et si possible de légitimer la violence qui, souvent, en tout cas dans leur esprit, est en partie une contre-violence. Donc ça, sur le plan analytique, c'est assez important de ne pas se fourvoyer sur les pistes de l'islamologie normative. Et ça, bon, c'est un filon, si je le tire, je vais très très loin. Quand ma maison mère, le CNRS, a décidé en 2015 de donner un coup de main à la lutte contre le terrorisme, on a créé 10 postes de recherche. Moi, j'ai dit bravo. Hein. Seulement, quand j'ai lu ils ont corrigé après. Hein. Quand j'ai lu la discipline dans laquelle étaient créés les postes, j'ai dit cherchez l'erreur. Islamologie. Cherchez l'erreur. Si pour résoudre les fractures du tissu social, où, que je sache, les non-musulmans sont majoritaires, je m'interdis de chercher ailleurs que dans la culture de l'autre, de la minorité, vous voyez bien qu'il y a un non-dit dans mon attitude. Je n'accepte pas l'idée que les non-musulmans, la majorité de la société où se produit la fracture, puissent être, on va dire, concernés. Je ne mets pas tout d'un côté ou tout de l'autre. Mais je dis que si on se dit, il y a eu un problème, donc il faut réformer l'autre, ça risque de ne pas suffire. Et donc tout mon raisonnement consiste à dire, oui, il y a de la réforme dans l'air, il faut de la réforme. Mais nous devons tous nous réformer. Hein. Et dans un certain nombre de cas, sachant que c'est nous qui sommes en situation d'hégémonie dans les sociétés occidentales, mais à bien des égards, par alliés directement ou par alliés imposés dans le théâtre oriental, c'est bien sûr la part de notre responsabilité que nous devons interroger.
Or, ce n'est pas ce que nous faisons. Il y a une autre façon d'exprimer ma déception à l'égard du regard dominant sur le terrorisme. Nous nous focalisons sur le comment. Oh, ils avaient loué un téléphone portable, imaginez-vous, et ils sont passés par-ci, et ils avaient une voiture, et ils ont fait ça. Les détails du comment, hein, qu'on va recenser dans une logique minutieuse d'une enquête policière, masquent un terrible vide, c'est le pourquoi. On ne veut pas se poser la question du pourquoi. On veut tous avoir des détails, des modalités d'expression de l'hostilité que nous avons générée, mais nous persistons à ne pas vouloir, et là je fais une petite incursion, mais je suis sûr qu'aucun homme politique suisse n'a pu dire une connerie pareille, mais notre Premier ministre a dit comprendre c'est excuser, vouloir comprendre c'est vouloir excuser. Hein. Et donc nous avons cette propension à refuser de considérer, et pourtant si on considère le pourquoi, ça peut nous redonner le moral. Pourquoi? Parce que sur le comment, on n'a pas tellement de prise. On n'a pas tellement de prise sur le fait que, eh bien, un jeune peut foncer sur des piétons ou sortir un couteau, a fortiori. Mais sur le pourquoi, nous avons, si nous faisons une analyse lucide du différent politique qui a creusé la fracture, nous retrouvons une part d'autonomie parce que nous pouvons, sans nous renier, sans nous trahir, sans trahir nos amitiés, nous pouvons peut-être changer un tout petit peu l'agenda et faire baisser l'étendue du malentendu avec l'autre. Alors donc les fausses pistes, à mon sens, alors bon, je ne vais pas vous faire du franco-français, mais vous avez nécessairement vu que le débat en France s'est un peu bipolarisé entre une explication en termes de centralité de la variable religieuse. Hein, si nous arrivent des ennuis, c'est à cause de l'idéologie salafiste qui est entrée dans la société, et alors on la trace comme ça. Alors quand j'ai envie d'être un peu ironique, je cite un exemple précis dans une prison française de la santé, à cause d'un défaut d'insonorisation, la radicalisation est passée du 4e étage au 3e, figurez-vous, d'accord, hein, c'est-à-dire qu'il y a un imam radical qui a pu parler à un jeune potentiellement radical, et le mécanisme, c'est cette diffusion d'une pensée perverse, binaire, qui va monter les uns contre les autres, les Français. L'autre pôle, je vous laisse mettre des noms, ceux qui n'en mettent pas, ben, c'est pas important, ceux qui, dont la culture générale leur permet de personnaliser, ils le font, mais c'est pas ça qui est important. La première thèse est la thèse, je dirais, qui tient 90% du marché médiatique à l'échelle du monde occidental tout entier. Hein. Nous avons des problèmes, ça vient de l'islam, ça vient, alors quand on est gentil avec les musulmans, on dit ça vient d'une mauvaise compréhension de l'islam, et quand on est méchant, on dit oh non, de toute façon, hein, c'est inhérent à cette religion-là. Mais le débat ne va pas beaucoup plus loin. Et on a eu une thèse qui, bon ben là je vais dire son nom, qui a été portée sur les fonds baptismaux par Olivier Roy, avec qui j'étais au bain du Paquis la semaine dernière, donc on se parle quand même, c'est pas... mais qui est une thèse à laquelle, à la limite, je m'oppose encore plus, c'est l'idée qu'il y a une désocialisation. Hein. Les jeunes qui font des violences dans le théâtre occidental, ce sont des jeunes qui sont totalement désocialisés, mais ils sont tellement désocialisés qu'ils ne savent même pas, ils sont tellement analphabètes. Il les compare au Pieds Nickelés, qui est une bande dessinée française qui a commencé en 1908, et on avait les pieds nickelés, ça veut dire qu'on ne travaillait pas, on était des parasites au crochet de la société. Et il dit ces jeunes sont tellement désocialisés que le conflit israélo-arabe, par exemple, ben, ils ne savent même pas que ça existe. Et la colonisation, ils ne l'ont pas connue. Donc c'est une désocialisation qui fabrique des nihilistes, mais totalement déconnectés avec les dysfonctionnements des institutions politiques dans le théâtre oriental et dans le théâtre occidental. Et ceux qui évoquent, par exemple ma pomme, qui évoquent cette perspective-là, Olivier dit c'est la vieille antienne tiers-mondiste. C'est les sanglots de l'homme blanc. Et bien sûr, donc nous avons là les deux pôles sur lesquels se sont focalisées les deux grandes explications qui ont occupé le terrain des médias. On disait c'est la radicalisation de l'islam pour le premier et l'islamisation de la radicalité pour l'autre. Je renvoie pour ma part ces deux thèses, chacune dans leur camp, parce qu'elles ne nous permettent pas de penser ce qui, pour moi, est au centre des causalités, c'est-à-dire ce que j'ai dit depuis le début de cette intervention, et qui est
complètement, qui est balayé par Olivier Roy et qui est criminalisé par son challenger, qui lui dit: quand vous dites ça, vous participez à la fracture sociale, vous nourrissez la fracture en crédibilisant, en reprenant à votre compte les violences inhérentes à la société occidentale en Orient ou au mainstream politique à l'intérieur des sociétés occidentales. Donc, voilà, si vous voulez, ce dont j'ai estimé nécessaire de me séparer. Le surinvestissement de l'hypothèse, et je l'ai dit pour le président Clinton, hein, il y a la tendance Clinton, c'est-à-dire nous oublions totalement l'interaction qu'ont ces jeunes qui nous sont hostiles avec nos politiques, on la nie complètement, hein, et on va suridéologiser la raison. Bon, nous, vous avez entendu dire que nous sommes attaqués parce que nous adorons boire du bon vin à la terrasse de nos bistrots. Alors, attention, quand on va regarder en gros plan des conduites individuelles, on va toujours retrouver une trace de la variable religieuse. On va toujours retrouver une trace. Je dirais la plus difficile à démontrer, c'est la variable de la désocialisation totale qui ferait de tous les jeunes qui ont eu des comportements de violence des analphabètes absolus, n'ayant même pas d'imaginaire de la colonisation. Ça, c'est vraiment complètement à côté de la plaque. Mais la variable religieuse, il ne s'agit pas de la nier. Elle peut avoir un jeu, encore une fois, de facteurs adjuvants. Toutes ces théories qui voudraient mettre en avant la variable psychique et souvent psychiatrique, elles ne sont pas complètement inintéressantes. Souvent, j'ai pris une comparaison, mais il faut que je prenne d'énormes précautions oratoires pour qu'on ne m'accuse pas de comparer le djihadisme à la résistance contre les nazis. Non, je compare pas, ou je n'analogise pas. On a le droit de comparer un passage à une mobilisation politique active. Si je vous disais, vous savez, Jean Moulin, on a bien enquêté, hein, et bien on s'est aperçu que la veille du jour où il est monté au maquis, il avait eu un sérieux déboire conjugal. Est-ce que j'ai fait avancer le schmilblick de... Et si je disais, vous savez, dans les FFI, les maquis communistes, hein, on a regardé, eh ben, ne le répétez pas, hein, mais il y avait quand même beaucoup de petits voyous. Est-ce que j'ai fait progresser la matrice analytique de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Ou, comme on l'a dit, parce que là, j'invente pas, Mohamed Atta, celui qui conduisait le Boeing dans la première des tours, vous savez, il avait de gros problèmes avec sa sexualité. Ça, il n'avait pas franchi le cap, ça n'allait pas très fort de ce côté-là. Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que véritablement j'ai fait progresser notre capacité à réagir au dysfonctionnement de la société et du monde qui se sont exprimés dans ce contexte? Non. D'accord? Donc tout ça pour dire que je ne rejette pas la totalité des approches qui investissent l'autonomie de la variable religieuse. L'hypothèse de la désocialisation du jeune qui pète les plombs, ben, il dit « Oh, la mode c'est le djihad, hein. Ça aurait été il y a 20 ans, j'aurais fait dans le marxisme. » Oui, oui, c'est pas... Oui, non, mais c'est exactement ça. J'aurais fait Bandabada. Mais le danger, c'est de donner à ces facteurs adjuvants qui nous permettent d'affiner notre image, la valeur de porte d'entrée dans l'analyse. Il faut toujours... Oui, peut-être un dernier point. Comment s'est faite la corrélation entre les laissés-pour-compte du théâtre oriental et les laissés-pour-compte du théâtre occidental? Comment ils sont entrés en relation, ces deux-là? D'abord, une petite comparaison. L'autre jour, j'ai écrit, alors que j'étais à Genève, et qu'on parlait des nuances entre Daesh et Al-Qaïda. J'ai dit, c'est vachement intéressant, les nuances, et alors j'ai dit entre Kaidesh et Daïda. C'est très intéressant, les nuances, mais il ne faudrait pas perdre notre temps à investir les nuances de différence entre la façon dont s'est exprimée l'hostilité en 1995 jusqu'en 2000 et puis dont elle s'exprime maintenant. C'est secondaire. Ce sur quoi on devrait focaliser notre énergie intellectuelle et citoyenne, c'est le dénominateur commun.
Pourquoi cette hostilité est-elle demeurée la même? Mais disons que du temps d'Al-Qaïda, ce que j'appelle la globalisation du ressentiment, la capacité pour un individu du théâtre X de se solidariser avec quelque chose où il n'est pas, en tant que national, il n'est pas directement concerné, mais il va se solidariser avec une mobilisation protestataire à l'autre bout de la planète. À l'époque de Al-Qaïda, cette transnationalisation, elle se fait à l'échelle du monde arabe surtout. Il y a beaucoup de citoyens arabes qui vont aller combattre en Afghanistan. Daesh, la différence, c'est la globalisation planétaire du ressentiment. C'est-à-dire que nous allons avoir des acteurs, on peut les identifier, des musulmans sunnites de 80 nations de la Terre qui vont se sentir concernés par le déficit de ressources de leurs co-religionnaires sunnites et chiites. Bon, la globalisation du ressentiment, on la criminalise. Tu es français et tu vas te battre en Syrie, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que ça a quelque chose à voir? Et pendant ce temps-là, je ne dis pas que des radoteries dans des conférences, là je vais vous donner un exemple très récent. Quand le président, ce splendide jeune homme si intelligent qui s'est fait élire récemment à la présidence de la République française, quand il a reçu à la fin du mois de septembre le président Aoun, un général chrétien, président d'un pays multiconfessionnel. Pendant son discours à l'Élysée, et vous pouvez le retrouver, hein, il a prononcé 11 fois l'expression « les minorités ». Les minorités, les minorités, les minorités, les minorités. Et il a failli arriver en retard au dîner d'État à l'Élysée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à une grande manifestation culturelle qui avait été organisée à l'occasion de la visite du président Aoun à Paris. C'était quoi la grande manifestation? C'était une exposition à l'Institut du monde arabe. Sympa, non? Mais sur quoi l'exposition? Sur les chrétiens d'Orient. Oh. D'accord? Donc, dans notre culture politique, la polarisation sur le mec qui me ressemble chez l'autre est tout à fait légitime. Tout à fait légitime et tout à fait banalisé. Nous ne parvenons même pas à en sortir. Nous ne parvenons même pas à penser que pour qu'une minorité vive confortablement au Proche-Orient, il faut que la majorité vive confortablement. Et que chaque fois qu'on va interférer de façon simplificatrice dans nous, acteurs politiques illégitimes dans cette scène orientale, au bénéfice d'une minorité, on ne va pas faire avancer le schmilblick de sa protection, on va l'aggraver. Hein. Eh bien, dans le même temps, nous criminalisons complètement cette globalisation du ressentiment qui fait que nous vivons cette situation corrélée entre les dysfonctionnements du théâtre oriental et du théâtre occidental. Je crois que j'ai dit suffisamment de choses provocantes et inacceptables pour mériter quelques questions. La conclusion de mon approche est toujours la même. Et je l'ai exprimé pour la première fois dans un rebond de Libé. Vous pouvez le googler. Ça doit remonter, je pense, à 2005 ou peut-être même plus tôt. Il y a deux repères que vous pouvez googler sous la forme de rebond de libération. Vous googlez la recette du poseur de bombes. 1995. Où je dis, pour lutter contre le terrorisme, ce qui est très important, c'est d'arrêter les poseurs de bombes. Chapeau à ceux qui les arrêtent. Admiration, respect. Mais il faut faire mieux. Il faut arrêter la machine qui fabrique les poseurs de bombes, si on veut être sympa avec ceux qui arrêtent les poseurs de bombes. Hein? C'est-à-dire qu'on doit remonter au dysfonctionnement du tissu politique qui fabrique de la radicalisation, et pas se contenter de l'intervention sécuritaire a posteriori. Hein? Et en 2005, j'avais déjà dit, et c'est un peu mon leitmotiv, mais je veux dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, j'ai dit la machine à lutter contre le terrorisme, elle existe, elle a été inventée, mais elle coûte tellement cher que personne ne veut s'en servir, et on ne veut même pas prononcer son nom, tellement ça fait mal à des tas de sensibilités politiques. C'est un gros vilain mot, c'est le mot partage. Hein, et l'article s'appelle « Le partage ou la terreur ». Et la conclusion de mon livre, c'est le partage ou la terreur. Partage, pas le partage au sens, bien sûr, socio-économique des ressources, mais aussi partage, c'est plus difficile à conceptualiser, partage des ressources symboliques. Bien sûr, partage de la représentation politique, mais tout ce qui va avec. Et dans le cadre de nos sociétés occidentales, je dis par exemple le partage de la parole aux heures de grande écoute. Et là, on voit bien, alors bon, si on prend des variables hexagonales françaises, on a 9 propriétaires de la totalité de 90%
du spectre médiatique, mais surtout, on a un différent total, on a une distorsion totale de la représentation des musulmans. Le musulman qui passe aux heures de grande écoute, il y a un critère très simple, bon bien sûr je caricature un peu, c'est le musulman qui dit du mal de tous les autres musulmans. Ah celui-là, on le brandit, on l'aime bien. Hein. Et j'ai dit une autre fois, je le dis devant les députés de la commission Daesh à l'Assemblée nationale, un bon musulman, c'est un musulman qui n'est plus musulman. C'est ceux-là que nous promouvons, c'est ceux-là à qui nous conférons la légitimité de la représentation du groupe musulman dans son ensemble. Mais celui, et j'ai dit une autre chose, j'ai dit moi j'aimerais entendre des musulmans grincheux, j'aimerais entendre des musulmans en colère, j'aimerais entendre des musulmans critiques. Et j'ai écrit quelque part ailleurs, si on avait entendu les musulmans grincheux dans notre tissu national, peut-être bien qu'on ne l'aurait pas complètement regretté, parce que peut-être qu'il nous aurait dit, vous savez, tous vos œufs dans le panier de Zine El Abidine Ben Ali, c'est peut-être pas le futur que vous êtes en train de planter pour vos intérêts les plus égoïstes. Hein, Moubarak, vous devriez faire attention quand même, c'est une branche morte, etc. etc. C'est-à-dire que nous ne tolérons pas un discours de protestation ancré dans la culture musulmane, et ça, je pense, c'est un dysfonctionnement structurel. Donc l'une des pistes dans lesquelles, je pense, nous pouvons aller, c'est de laisser le tissu politique de nos sociétés s'exprimer, non pas en fonction des intérêts électoralistes, l'autre gros mot que je dis tout le temps, c'est le terrorisme dans nos sociétés est géré avec des considérations électoralistes de plus en plus. C'est-à-dire, on n'ose pas dire et faire ce qui pourrait déplaire à l'électeur. On est complètement braqué sur la réélection et donc on est complètement branché sur le sens commun de la haine ordinaire. On sait très bien que ça ne marche pas, mais on n'ose pas faire de la politique avec un P majuscule, on fait du politicien avec un P minuscule, et donc hein, on nourrit le flot de ce qui pourrait mener à une désagrégation du tissu national. Bon, j'ai mérité beaucoup de reproches, je vous remercie de votre immense patience, et je vous dis à tout de suite. Monsieur Burga, voilà, je vais prendre le relais pour la modération. Dans le dîner temps, je dirige le cursus de la presse. Nous sommes partenaires dans ce débat. Voilà. Ah oui, c'est bon. Très bien, j'ai dit, je vais prendre le relais pour la modération. Merci, Monsieur Burga, pour cette présentation et ces paroles. Je crois que vous avez quand même rappelé des choses tout à fait importantes, notamment sur la genèse de ce terrorisme. Moi qui suis journaliste, je déplore toujours la manière dont les médias, justement, couvrent ces événements en restant à la surface des choses et sans jamais aller en profondeur, ce qui fait qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi, effectivement, ce terrorisme jaillit dans nos sociétés. Peut-être, avant de vous passer la parole, quand même un mot sur les médias. Vous avez étudié quelle serait leur responsabilité, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être quand même pour que ces médias nous informent un petit peu mieux et creusent voilà, sur le rôle ou la responsabilité des médias dans ce domaine. C'est un prisme que j'aime pas parce qu'il est trop facile. Ouais. Taper sur les médias, bon, ça soulage et tout. Je sais, j'assume, il n'y a pas de souci. Non, mais nous, les sociétés ont quand même, grosso modo, les médias qu'elles méritent. Voilà. Donc moi, il y a quand même des variables économiques très précises dans le cas de la société française où on voit bien qu'il y a une terrible concentration des médias. Les atteintes les plus terribles potentiellement portées à la liberté de parole, elles viennent de la concentration économique des médias. Ça, c'est une donnée factuelle. Hein. Il pourrait y avoir dans la Constitution des mécanismes empêchant un pareil degré de concentration des médias. Mais après, je pense que, bon, les hommes politiques et les médias sont en interaction avec leur clientèle et donc on serait malvenu à faire porter la responsabilité sur un seul segment de la chaîne. C'est une prise de conscience. Moi, en tant que citoyen, je préférerais nous taper dessus à nous, citoyens, et à dire réveillons-nous, bougeons, et essayons, nos hommes politiques suivront, c'est absolument évident, hein, dès lors que la demande politique change, donc il peut y avoir des innovations citoyennes. Sinon, moi, j'ai dit,
nous réformer le système de partage, c'est très très compliqué, mais j'ai quand même des recettes très 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 simples qu'on peut appliquer immédiatement. Elles sont, pardonnez-moi, franco-françaises, mais je ne sais pas si est parvenu jusqu'à vous l'image de l'imam Chalroumi. Bon, c'est un musulman qui est fabriqué par des gens qui ont intérêt à entendre ça dans la bouche d'un musulman. C'est les fausses élites. C'est le mécanisme de la fabrication des fausses élites pour gérer un groupe potentiellement rebelle. Et ça, c'est une... Vous avez de la chance de ne pas avoir un pareil passé colonial que nous autres, mais c'est une tradition française, la fabrication de fausses élites dans les sociétés que nous voulions dominer. Et nous avons... J'aime beaucoup citer cet intellectuel algérien que plus tard on a appelé islamiste, mais qui était publié au Seuil en 1958, c'est donc pas rien, et qui s'appelle Malek Ben Nabi. Et pour stigmatiser les mécanismes de distorsion du scrutin des Français musulmans en Algérie en 1958, il disait « c'est la méthode, ôte ta conscience de là que j'y mette la mienne ». Eh bien, en quelques dizaines de secondes, on pourrait décider que les têtes d'affiche aux heures de grande écoute dans les grands débats s'ouvrent un petit peu plus sur une composante oppositionnelle des musulmans des sociétés occidentales. Et on en est loin là, parce qu'on a chacun, en Allemagne, c'est Bassam Tibi, enfin je veux dire, on en fabrique partout dès qu'ils nous disent ce qu'on a envie d'entendre dans la langue que l'on comprend. Et ça, c'est un poison. Merci. Oui, monsieur, je vais vous passer la parole. On va faire passer un micro. Donc, je vais vous demander de poser des questions et de ne pas faire de commentaires, de non-commentaires, si vous pouvez, parce que on va profiter de la présence de M. Burga pour avoir des réponses. Moi, je veux profiter du commentaire aussi. Hein. Oui, oui, mais... Merci, monsieur. Donc, deux questions. Est-ce que vous entendez? Oui, parfaitement. Est-ce que les musulmans, la représentation officielle des musulmans en France, je parle de la France maintenant, est-ce qu'elle essaye un petit peu de demander qu'il y ait une représentation différente que celle dont vous parlez? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, ce que vous dites, très intéressant. Mais est-ce que les autorités officielles et politiques, est-ce qu'il faut leur en parler de cela? Voilà mes deux questions et merci. Merci infiniment. Est-ce qu'ils vous écoutent? Voilà. Oui. C'est une question importante. Donc, on sait que la représentation des musulmans dans le tissu politique français est malsaine, elle est pervertie. Mais est-ce qu'on l'améliore? Je vais vous donner deux exemples de la façon dont on fabrique des djihadistes de la main gauche, enfin, bruyamment, parce que ça rapporte, dont on fabrique silencieusement des djihadistes de la main droite, tout en combattant bruyamment de la main gauche. À deux reprises, le président Hollande a envoyé ces messages à la société française. Il a dit, mesdames et messieurs les musulmans de France, je regarde bien tout le monde, non, désolé, je ne trouve pas une seule ou un seul parmi vous capable de former des imams. Donc je vais les envoyer se faire former chez ce champion de la laïcité à la française et de la démocratie qui est bien connu, qui s'appelle Mohamed VI. Hein. Donc je vais les envoyer, nous envoyons nos imams se former au Maroc. 3 semaines après, le même président Hollande a dit « Mesdames et messieurs, bon, ça suffit, on craint quelque chose de votre part, c'est que vous preniez modèle sur nous, et vous savez sans doute qu'un certain nombre d'entre nous, on va piquer de l'argent dans la poche des Qataris discrètement, on ne voudrait pas que les musulmans en fassent autant. Donc nous allons créer une fondation qui aura pour objectif de surveiller les modes de financement des lieux de culte. » Je regarde bien dans toute la salle, à nouveau je ne trouve pas un seul musulman ou une seule musulmane qui peut assumer cette responsabilité d'une grande banalité. Et je vais donc prendre un non-musulman, le vieux monsieur Chevènement, il n'est pas plus vieux que moi, mais... monsieur Chevènement, pour un non-musulman pour surveiller les musulmans. Donc je pense que, bien sûr, on le dit, bien sûr, il y a des voix. Je vais quand même vous donner un tout petit épisode très récent. Ce matin, j'ai eu un email. Il y avait un grand colloque monstrueux à Lyon au mois de novembre contre l'islamophobie. Il y avait 50 chercheurs, je n'étais que la dernière roue du chariot. Eh bien, le président de l'université de Lyon 2 a annulé le colloque. Voilà. Il a estimé que peut-être le débat ne pourrait pas. Donc vous voyez, nous sommes au cœur du dispositif qui va
j'ai répondu là en arrivant à Madame Mediapart qui m'a dit j'ai vu que vous étiez dans les membres, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et je lui ai dit vous savez, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois cette espèce de frilosité de l'institution académique. Donc je pense que la connaissance du problème existe en haut lieu, mais le courage de la gérer alors que cela met en cause les intérêts politiciens à court terme n'est pas au rendez-vous. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Juste pour rebondir sur votre question, justement en donnant, disons, trop largement la parole aux musulmans pour qu'ils émettent leurs protestations, est-ce qu'on ne risque pas aussi de nourrir cette contre-réaction, cette réaction justement, Madame Le Pen, des mouvements d'extrême droite, etc., de leur donner du grain à moudre. Dès qu'on en sera là, je vous promets, je vous fais signe. Mais on n'en est, on n'en est pas là pour l'instant. On est dans une société où Tarek Ramadan, c'est pas mon idole, mais je veux dire, c'est le symbole de l'expression d'une pensée protestataire articulée venant depuis les territoires de la croyance. Eh bien, Tarek Ramadan est purement et simplement, et en France, c'est vraiment très spécifique. Oui, c'est beaucoup plus que son pays. La Suisse, c'est beaucoup plus que la Grande-Bretagne. Mais nous, il y a une focalisation absolument hystérique contre l'idée qu'il puisse s'exprimer normalement. Eh bien ça, je pense que c'est grave. Ça, c'est contre-productif. Chaque fois qu'un musulman est autorisé à piquer une crise de nerfs contre la diplomatie française, il fortifie la diplomatie française. C'est quand il y a cette dichotomie entre ce qui se passe et ces faux musulmans qui viennent le cautionner. L'imam Charoumi, on va le promener à Tel Aviv, et il dit qu'il déteste le Hamas. Oui, mais ça, je dis, ça nourrit le processus de radicalisation. D'accord. Très bien. Monsieur, vous aviez une question, puis après monsieur derrière. Alors, on va commencer par vous, peut-être. Ouais. Donc, je vais retourner à l'idée du partage et retourner au Moyen-Orient, parce qu'il y a aussi des mécanismes qui produisent la radicalisation dans le contexte du Moyen-Orient. Vous avez mentionné l'émergence de Daesh en Irak. Est-ce que les élites sunnites ont perdu le pouvoir avec l'invasion américaine en 2003? Est-ce qu'eux, ils sont d'accord de partager, pas avec l'Occident, mais avec les composants irakiens? Par exemple, les Kurdes? Les Kurdes, les chiites, pas nécessairement, mais ils sont voisins avec les Kurdes, pourquoi pas avec les Kurdes? Non, mais bien sûr. Bon, on est obligé de rester à un niveau analytique, c'est-à-dire, je me suis bien gardé de ne pas faire une approche culturaliste. J'ai pas dit c'est les Occidentaux qui sont comme ça, j'ai pas dit c'est les chrétiens qui sont comme ça, j'ai dit sur les gens en situation de domination. Les gens qui sont en situation de domination aiment bien solliciter les principes qui renforcent leur hégémonie et n'aiment pas entendre les exprimer. C'est-à-dire les élites arabes aiment bien s'en prendre à l'ordre mondial qui les contrarie, mais ils n'aiment pas entendre la même revendication venant de leur population respective. Donc moi je ne peux pas dire les sunnites sont meilleurs ou sont moins bons. Je constate simplement que historiquement ils ont été en situation d'hégémonie, hein, et ils n'ont pas été exemplaires sur ce terrain de la distribution, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il faut déconstruire le mécanisme, sinon on va tomber dans l'essentialisation, on va dire de toute façon avec les sunnites ça sera toujours foutu, et ils vont répondre, il n'est pas question de laisser les Kurdes nous manger notre territoire. Si c'était par hasard, je ne sais pas, le territoire depuis lequel... Non, mais je vais dire... Dans l'idée de partage, est-ce qu'on peut partager avec des forces qui ne veulent pas partager dans leur société? Il faut qu'absolument, il faut que ça soit le dénominateur commun des qualités politiques des acteurs à l'échelle de la planète. C'est absolument évident. Mais ne comptez pas sur moi pour dire, oh si des fois quand on me pousse un peu, je dis, il n'y a rien de pire qu'un sunnite saoudien parce qu'il est tellement sûr de sa centralité religieuse. Et des fois je fais un peu d'essentialisme, je dis le bon côté des chiites, c'est qu'ils ont été obligés de se percevoir comme minorité, et donc ils sont obligés de construire l'élément, la boîte à outils intellectuelle qui leur permet de se corréler à un monde où ils n'ont pas l'hégémonie. Vous voyez, je peux aller jusqu'à ce point-là. Mais une fois que j'ai dit ça, je ne peux que redire ce que j'ai dit. La porte de sortie de la crise, ce sont des mécanismes institutionnels qui nous permettent, dans les différences de nos appartenances primaires, de coexister autour d'un universel. Et ce qui dysfonctionne en Occident, c'est que nous avons une petite tendance à vouloir nous approprier le monopole de l'universel,
et à ethniciser cet universel. Et Achille Mbembe, le philosophe, a cette magnifique phrase, il dit « Mais ni la France, ni l'Europe ne sont l'universel. Hein ». Et dès lors que nous les Français, on n'aime pas le communautarisme, mais on n'a pas pris conscience que nous sommes communautaristes. Mais notre communautarisme étant hégémonique, tout va bien. On appelle celui qui le conteste, on l'appelle communautariste. Hein. Mais fondamentalement, peut-il être des nôtres celui qui ne boit pas son verre comme les autres? Très très souvent, nous confondons les marqueurs d'une appartenance culturelle autre que la nôtre avec la porte d'entrée dans l'universel national. Bon, ben ça, ce raisonnement, on peut l'appliquer, mais bien sûr, on peut l'appliquer à la situation irakienne, c'est une évidence. Monsieur, il y avait monsieur qui levait la main permanente derrière. Avec son micro, probablement. Je crois que c'est mieux si vous avez le micro, on va vous le donner. Oui, donc, merci beaucoup. Vous avez parlé d'un congrès à Lyon. Alors, dans ce congrès, combien y avait-il de chercheurs musulmans en pourcentage? Ou autrement dit, est-ce qu'il y a des ténors dans le monde musulman qui font de la recherche aussi et qui expriment des idées qui pourraient aller dans votre sens? Alors, dans le congrès de Lyon, c'est vraiment un congrès franco-français. C'est l'islamophobie sur la scène politique française. Mais je dirais que, alors c'est plutôt... Enfin, je ne sais pas si c'est bien... je dirais qu'il y a une majorité de noms de gens qui avaient des appartenances... qui avaient des noms qui indiquaient une appartenance à une ascendance maghrébine, on va dire. Bon, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. J'aurais peut-être voulu qu'il y ait beaucoup de gens qui, n'ayant pas à souffrir de l'islamophobie, se mobilisent pour la défendre. Maintenant, votre question, elle est différente. Mais elle est tout à fait d'actualité. Alors cet été, ça m'arrive rarement, hein, le Monde m'a dit on voudrait faire 5 pages sur des intellectuels influents dans le monde musulman. Et donc je me suis un petit peu engueulé avec le directeur de la rubrique parce qu'il me suggérait gentiment ça allait être quelqu'un comme Kamel Daoud, quoi. Et j'ai dit mais non, je suis désolé, moi les intellectuels agissants que je connais dans le monde musulman, ils ne passent jamais la rampe des médias occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop de poils au menton. C'est-à-dire qu'on n'admet pas qu'une dynamique modernisatrice d'affirmation des libertés individuelles puisse être véhiculée par des acteurs qui s'expriment de l'intérieur du discours religieux. Et retrouvez, googlez dans le monde, j'ai fait le portrait d'un monsieur qui s'appelle Salman Aouda. Salman Aouda, j'ai dit, vous savez, j'ai un critère très simple à vous donner. Il a 12 millions de followers sur Twitter. Ça vaut ce que ça vaut, mais je veux dire, à l'échelle de l'Arabie Saoudite ou de la région, c'est beaucoup. Je me suis trompé. Le temps que je finisse l'article, il avait 13 millions. Et j'ai dit, pourquoi il a 13 millions? Non, j'ai fini l'article, ma dernière phrase, c'est Salman Aouda a refusé de tomber dans le piège de la mobilisation anti-qatari et de la dérive répressive du régime saoudien. Et j'ai dit, ça va lui valoir des ennuis sous peu et beaucoup de followers en plus. Je ne m'étais pas complètement trompé parce qu'il en est à 14 millions, mais il est en tôle. Hein. Il est en tôle depuis 10 jours, avec une brochette. Donc, oui, bien sûr, il existe des intellectuels dans le monde musulman, mais il faut faire une distinction essentielle. Non seulement il existe des intellectuels dans le monde musulman, mais il existe des intellectuels que nous considérons comme islamistes et pas fréquentables, qui réfléchissent aux mécanismes qui font évoluer leur société. Mais il y a une métaphore que j'aime beaucoup employer. Nous aimons une certaine catégorie de réformistes en Occident, et en France, et en Suisse, et partout. Et je définis le réformiste comme une locomotive. Et je dis, un réformiste, c'est comme une locomotive. Il faut qu'il tire des wagons. S'il ne tire pas des wagons, c'est sûr, il va beaucoup plus vite. Hein? Et nous aimons bien les réformistes qui ne tirent pas de wagons. Alors évidemment, ils sont 10 km devant tout le monde, et ils disent ce qu'on a envie d'entendre dans la langue que l'on comprend, et on dit voilà la réforme de l'islam. Et c'est une terrible erreur. Les réformistes que nous devrons prendre en compte, ce sont ceux qui tirent les wagons, c'est-à-dire qui se coltinent le rapport de force au sein de sociétés qui sont extrêmement conservatrices. Hein. Et donc Salman Aouda, pour moi, était l'archétype de quelqu'un qui pouvait citer l'histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne et de la France dans le domaine des libertés publiques, etc., etc., mais qui disait, pas petit Jésus, c'est pas son prophète, mais qui disait Allah toutes les 3 virgules, d'accord, qui était dans un processus de croyance très fort,
mais néanmoins un acteur de renouvellement. Alors ça, je puis vous assurer que depuis, vous savez, la chaîne Al Jazeera existe depuis 1996. Si vous avez le privilège de suivre la chaîne Al Jazeera en arabe, mais suivez-la aussi en anglais, vous verrez que des dynamiques de discussion passionnées sur les sujets les plus sensibles, sociétaux, tout ce qui brûle, ont lieu à l'intérieur du monde arabe, ont lieu à l'intérieur du monde musulman et ont lieu à l'intérieur des musulmans que nous considérons comme trop conservateurs ou comme trop poilus. Et encore une fois, je dis attention au mot valise islamiste qui ne veut plus rien dire, parce que c'est un mot qui rend compte d'une réalité qui va de Rached Ranouchi, le Tunisien, qui a été l'un des artisans de l'adoption de la constitution la plus laïque et la plus libérale du monde arabe contemporain, jusqu'à Abou Bakr el-Baghdadi. D'accord ? Et donc, on ne peut pas regrouper sous une seule étiquette. Hein, alors, bon là, je vous renvoie à ce que j'ai écrit. Moi, j'ai dit, attention, tous ces gens-là parlent musulman, ils emploient le lexique de la culture musulmane, mais de mon point de vue analytique, ils le font pour des raisons identitaires, ils le font parce que les catégories de la culture musulmane, sous l'impact de la colonisation, sous l'impact de la montée en puissance des catégories symboliques de la culture occidentale, elles ont été périphérisées, marginalisées, et j'emploie un gros mot, folklorisées. Hein. Et donc, je dis, il faut dissocier, quand on parle d'islamisme, deux mécanismes. Pourquoi les gens éprouvent le besoin d'employer le lexique de la culture dont ils perçoivent quelle est leur culture héritée de leur grand-père avant la fracture de la colonisation. Et qu'est-ce qu'ils en font? À la première question, on peut répondre. À la deuxième question, on ne peut pas répondre, ni vous, ni moi. Ni un musulman, ni un islamiste, ni un anti-islamiste. On doit aller voir sur le terrain l'extraordinaire diversité des postures des acteurs politiques dans le domaine des modes d'action politique et dans le domaine sociétal. D'accord. J'ai une question, mais on va d'abord passer la parole à monsieur. Merci beaucoup. En fait, moi j'ai deux questions. Vous avez beaucoup insisté sur un concept ou un mécanisme que vous avez appelé dysfonctionnement des mécanismes de la représentation politique. Ma question est, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus pourquoi il y a un dysfonctionnement et comment ça se fait? Et vous avez également insisté sur deux théâtres différents, donc théâtre occidental et oriental. Est-ce que ce dysfonctionnement elle-même, ça se passe de la même manière sur les deux théâtres? Une deuxième question liée un petit peu au théâtre oriental et à l'Irak. Vous avez dit que Daesh, on peut le qualifier de terroriste, mais en partie. Pourquoi en partie? Quelles seraient les raisons pourquoi on peut hésiter? Est-ce que vous êtes aussi dans cette logique de vengeance de l'histoire? Il y a quelque chose qui justifierait? Vous pouvez parler plus fort. Ça fonctionne pas? Donc j'ai... Ou plus fort. Vous voulez que je répète la question? J'ai dit que le mot terrorisme, il y a certains contextes dans lesquels j'accepte de l'utiliser, malgré le danger. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, tout le monde a entendu ou pas? Oui, oui, mais j'étais en train de répéter votre question. Pas de souci. Hein, et j'ai dit, oui, pour moi, Daesh, il mérite le label terroriste. Parce que Bachar el-Assad, il assassine des milliers de personnes, mais discretos. Hein. Et si on lui dit, si on lui reproche, il dit non, mais c'est pas moi, vous êtes sûr, hein. Alors que Daesh, lorsqu'ils assassinent quelqu'un, ils le font devant une caméra de télévision, au ralenti et en technicolor. En ce sens, ils font un usage de la terreur comme un instrument politique. Donc, dans ce sens. Mais sinon, moi je vous demande de comprendre comment se fait-il que ces extrémistes, avant les extrémistes, ils étaient sympas, ils restaient aux extrêmes des sociétés, ils restaient à la périphérie des sociétés. Qu'est-ce qui s'est passé d'essentiel qui nous amène ici ce soir? C'est que les extrémistes d'une époque sont entrés en interaction avec des segments significatifs des sociétés et ils se sont rapprochés du centre des systèmes. Et la preuve, c'est qu'ils sont parvenus à territorialiser leur existence politique. Alors pourquoi je ne peux pas réduire Daesh à un acteur du terrorisme? Parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi Mossoul est tombé dans leurs bras aussi facilement que ça. Parce qu'ils rencontraient les attentes. Plus le système politique est bloqué, plus les attentes des acteurs qui payent le prix de ce blocage sont telles qu'elles peuvent considérer l'extrémisme comme un moindre mal. Et ça, nous l'avons
en Irak, nous l'avons en Syrie, nous l'avons en Libye, mais par contre nous ne l'avons pas en Tunisie. Quand Daesh a essayé de s'implanter en Tunisie, le système politique ne dysfonctionnait pas de manière telle que des segments significatifs de la population apportent leur soutien à Daesh. Vous voyez la différence? Les extrémistes ne peuvent occuper de territoire à tous les sens du mot qu'en proportion des carences absolues des systèmes politiques auxquels ils vont se substituer. Et en ce sens-là, malheureusement, on ne peut pas dire que Daesh n'a pas joué le rôle d'un acteur politique, et pareil au Yémen. Les groupes radicaux ont vu les tribus, et Al-Qaïda en l'occurrence, c'est pour ça il n'y a pas de... ont vu les tribus jouer leur jeu à partir du moment où les ressources du système central ne leur garantissaient pas leur pérennité. Hein. J'espère que je me suis fait comprendre. Il y avait une autre question, non? Non, c'est bien celle-là. Par rapport au dysfonctionnement. Oui, les dysfonctionnements. Alors, j'ai dit, attention, les dysfonctionnements subis par un sunnite irakien sont beaucoup plus violents que par un beurre de Saint-Denis. Hein. Mais je tiens beaucoup à ma matrice explicative commune. Je tiens beaucoup à la matrice si vous ne me laissez pas être un citoyen à part entière, je risque de devenir un citoyen entièrement à part. Donc je pense qu'il y a une matrice commune, mais bien sûr une intensité. Le tunnel qui fabrique, quelqu'un tout à l'heure me dit, j'espère que vous nous parlerez de Baghdadi. J'ai dit, ouais, mais je vais vous en parler, mais sur un mode très très fugitif. Je vais vous dire quelque chose que très très souvent on ne connaît pas. Et là, je vais vous donner une petite plaisanterie personnelle. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas en tension frontale avec le phénomène islamiste que j'explique. Et donc, il y en a qui estiment que, burqa, on pourrait peut-être l'appeler burqa. Hein. Elle est bonne, vous n'y avez pas pensé, je vous la propose. Et j'aime bien quand on me dit ça, parce que j'ai une réponse toute faite. J'ai dit, écoutez, on ne peut pas empêcher les gens de jouer sur votre patronyme, mais quitte à ce que vous jouiez sur mon patronyme, je préférais que vous m'appeliez Buka. Malheureusement, Buka, je regarde la salle, il n'y a personne qui sait ce que c'est que Buka. On va trouver une toute petite frange de la société qui sait que Buka, c'est le nom du camp de concentration dans le sud de l'Irak d'où est sorti Baghdadi. Donc moi je dis, quitte à ce que vous vouliez extrapoler mon penchant, ramenez-moi à l'exégèse de la violence politique réactive. Baghdadi, il a été humilié jusqu'à plus soif dans les camps de détention américains. C'est pour ça qu'on le connaît un petit peu. Hein, plutôt que burqa, c'est-à-dire le surinvestissement de la variable religieuse. Je ne le nie pas, mais il ne me paraît pas explicatif. Donc le dysfonctionnement, il est patent, si vous voulez, on peut le traiter de manière très simple. Il y a une sous-représentation politique claire et nette des minorités dans le système politique français. Mais surtout, il y a une marginalisation symbolique. Hein, il y a ce processus de la fabrication des fausses élites qui, à mon sens, exacerbe le dysfonctionnement de la représentation. Et bon, depuis toujours, on a essayé d'interférer avec les institutions de la représentation de l'islam en France. On a toujours essayé, bon, on a, je ne veux pas dire de mal des individus, mais voilà, on a la mosquée de Paris, mais c'est un fonctionnaire de la nomenclatura algérienne. C'est tout sauf quelqu'un qui peut véhiculer les attentes protestataires des musulmans de France, à l'égard du système français et à l'égard des systèmes politiques des États d'origine. Parce que si je suis un musulman marocain de France, peut-être que j'aimerais dire quelque chose de très méchant à l'égard du système politique de mon pays d'origine. Ça non plus, ça ne sera jamais relayé par les mécanismes de ma représentation confessionnelle, ni politique ni confessionnelle. Merci. Est-ce qu'il reste encore une question? Oui, une dernière question. S'il vous plaît. Monsieur là-haut. Oui. Bonsoir monsieur, merci pour cet éclairage et votre franc-parler que j'apprécie. J'avais une question assez franco-française concernant l'islam et la République. Je voulais savoir ce que vous pensiez sur le fait que si c'est possible de... Est-ce que l'islam doit être universel, entre guillemets, dans sa diversité, ou est-ce qu'il est possible de faire un islam, comme on dit en France, républicain, ou est-ce que c'est juste une illusion que les élites essayent les élites françaises essayent de perpétuer à travers le mythe républicain? J'espère que j'ai été assez clair.
je vais essayer de vous donner des exemples très très précis. Hein. Est-ce que l'universalisme républicain peut souffrir d'adaptation? Et je vais vous répondre sur 2 registres. Est-ce que la longueur des manches du maillot de bain, c'est de l'universel ou c'est du circonstanciel, culturel Et alors, il y a très très longtemps, parce que l'histoire du maillot de bain, je peux vous assurer, c'est très très vieux. Un jour, Amnesty International m'avait demandé de venir faire un séminaire en 1992, parce que les militants d'Amnesty International ne voulaient plus se mobiliser contre les victimes de la torture en Tunisie ou en Algérie, parce qu'ils disaient, bien fait pour eux, c'est des ennemis de la liberté, hein, donc pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et je me souviens que j'étais intervenu pour expliquer ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que les marqueurs culturels, le cas échéant d'une religiosité, ne sont pas forcément, ou alors les marqueurs de la culture occidentale n'ont pas le monopole de l'expression de la libéralisation politique ou de la démocratisation. Et j'avais pris un exemple, j'ai dit, vous savez, j'étais en Malaisie il y a 3 semaines, et il y avait une jeune fille qui était voilée jusqu'au-là, et elle s'est trouvée être la cible d'un cheikh complètement barbu qui avait évoqué l'illégitimité de la pratique de natation. Et la jeune fille voilée jusqu'au cou, même plus, lui avait dit « Mais cheikh, ne savez-vous pas que le prophète, que la paix a dit, si je vois mon prochain qui est dans les ennuis, je dois pouvoir intervenir pour le sauver. Et vous voudriez dire que je sois condamné à regarder mon prochain se noyer parce que vous ne m'auriez pas laissé apprendre à nager. » Alors je disais ça aux militants de Amnesty, je disais, vous voyez, on peut avoir un voile et puis quand même plaider pour l'extension de l'autonomie, du droit de la femme dans l'espace public, etc. Et elle me dit, oui, mais elle aura un maillot de bain jusque-là. Alors, sur ce terrain, j'avais essayé de dire quelle est la forme du bon maillot de bain. Est-ce qu'il existe un maillot de bain universel? Est-ce que le degré de modernité de la femme est inversement proportionnel à la superficie de son maillot de bain? La réponse pour moi, c'est non. La réponse pour moi, c'est non. Le degré de modernité de la femme n'est pas inversement proportionnel à la superficie de son vêtement. D'accord? Mais il y en a qui le pensent quand même. Hein? Il y en a qui le... Alors, moi j'aime bien les travaux pratiques, j'avais essayé de définir ce que c'est qu'un maillot de bain universel. Et j'avais prononcé des fatwas extrêmement violentes. Je rentrais du Yémen et j'avais acheté un maillot de bain à la piscine des officiers, au club des officiers de Sanaa. Et il avait des jambes tellement longues et un entrejambe tellement étroit qu'on pouvait nager le crawl, mais on ne pouvait pas nager la brasse. Et j'ai dit, non, ça c'est pas un maillot de bain. La définition d'un maillot de bain, c'est qu'il doit permettre au corps de se déplacer harmonieusement pour, à la surface et flotter. Voilà la définition. Ça, nous n'arrivons pas à la comprendre quand nous sommes enfermés dans qu'est-ce que l'islam à la française. Et je vais vous prendre maintenant un exemple beaucoup plus complexe. Pourquoi nos féministes rejettent l'idée qu'une femme portant un hijab puisse être qualifiée de féministe? Hein? Et c'est très très important ça. Si vous arrivez à déconstruire ça, vous verrez qu'on progresse. Les féministes occidentales en général, françaises en particulier, n'arrivent pas à admettre que la relation à la pensée religieuse, à l'appartenance religieuse, puisse circonstanciellement, pour un groupe autre que le leur, jouer un rôle différent de ce que cette appartenance religieuse a joué dans le contexte de leur émancipation féministe. Les féministes françaises, face à l'Église, n'avaient pas le choix. Il fallait combattre l'Église qui était un accessoire de l'absolutisme royal. Il fallait forcément sortir, il fallait combattre la religion pour émanciper l'individu. Mais une femme musulmane, suivez-moi, c'est peut-être un peu compliqué, mais vous verrez, on s'y retrouve. Une femme musulmane, elle a 2 combats. Elle a un combat parfaitement universel, celui de la jeune fille qui avait le voile et qui disait « sale vieux, tu ne vas pas m'empêcher de nager », pour repousser les limites de son autonomie dans l'enceinte familiale et l'importance de son accès à l'espace public. Ça, c'est totalement universel. Mais une femme musulmane, elle est membre d'un groupe stigmatisé du fait de son appartenance religieuse, au seuil d'un processus de décolonisation, et dans ce processus de décolonisation, j'ai émis l'hypothèse, elle est extrêmement banale, que l'appartenance religieuse
est un accessoire de l'affirmation identitaire. Se dire musulman, c'est accélérer le processus de repositionnement à l'égard de l'Occident. Être musulman, c'est jusqu'à un certain point ne pas être français, ne pas être occidental. Eh bien, si on n'admet pas ces nuances-là, on va vouloir un modèle d'islam assimilé qui est impossible à atteindre. Si on a cette intelligence-là d'accepter, ou encore un dernier exemple, si des parents musulmans viennent me voir, je suis proviseur de collège, et ils me disent « Ma fille n'assistera pas au cours de sciences naturelles parce qu'elle risque d'y étudier l'appareil génital masculin. » Moi, je sors mon fusil républicain, et j'exerce ma violence républicaine, et je sévis, et j'oblige, et je risque rien, parce que j'ai 95% des parents musulmans qui seront avec moi. D'accord ? Mais si je commence à jouer sur la forme du maillot de bain ou sur des indices d'appartenance culturelle ou religieuse, là, je risque de vouloir fabriquer un islam qui est l'expression de mon communautarisme dominant et pas de ma capacité à accepter, tant qu'il ne touche pas à l'essentiel, les autres communautarismes fabriqués, d'autant plus qu'ils ont été fabriqués par mon histoire. C'est un peu compliqué comme réponse, mais vous pouvez la retrouver à l'écrit. Vous verrez, si vous entrez dans cette perspective-là, on sort réconcilié avec les possibilités républicaines des musulmans dans le tissu politique occidental. Ça ne me pose pas le moindre problème en ce qui me concerne. Très bien, ben, ce sera notre conclusion. Merci beaucoup, M. Burgat. Bonne soirée à toutes et à tous et merci d'avoir participé à cette échange.